Je veux de grands espaces, au-dessus de ma tête, pour pouvoir m'endormir. Il est 3h47 quand je quitte le dernier refuge. Une sensation d'urgence dans le bas-ventre, des impatiences dans les pieds, les muscles de mes avant-bras qui crépitent. Je formule quelques-uns de mes premiers pas. La raideur froide, si typique aux hauteurs, brûle mes doigts. À l'heure la plus sombre, entre chien et loup, les yeux encore gonflés de sommeil et les jambes raides, je tâtonne dans l'obscurité, au seuil de cette journée qui n'a pas encore commencé. La pluie d'hier soir a humecté les pins. Une odeur de térébenthine accompagne ma montée. Nébuleuse d'Orion et désert d'altitude. La lumière blafarde d'une lampe frontale, collée à mon front, dessine, en halo, la fange noueuse qui me fait socle. D'ici une quinzaine d'heures, j'aurai fait le tour du caillou. J'aurai franchi des cols, traversé des glaciers, gravi des moraines, renoncé aux vallons, éloigné les sursauts, délaissé les plaines. Il est 3h47 et je me dirige vers les hauteurs, là où la présence humaine se fait de plus en plus rare, là où le terrain s'élève sous nos yeux, là où le sol s'est soulevé il y a des millions d'années et où les cols se franchissent par dénivelés. Ici, tout est plus haut, plus loin, plus blanc. Les sommets rocheux qui surgissent viennent scier la blancheur des glaciers de leurs traits acérés. Les craquements osseux, abrasifs du manteau terrestre, se débattent pour archiver leurs mouvements. Aux surfaces, les révolutions engendrent des génèses. Les roches qui constituent les hauteurs se dévoilent sous les plis et les poussées, lentement travaillées par le corps de la terre et les événements du ciel. Elle est infranchissable, invivable parfois. Vivante, elle se façonne, se sculpte, à travers l'érosion des glaciers et les torrents qui y habitent. Dans des explorations épidermiques, je cherche les zones de creux, d'intervalle, là où l'argile se fait peau ou tissu. Entre deux écosystèmes voisins,
comme une plaine alluviale et une zone non inondable, l'écotone, cette zone de transition et de contact, offre des passages, des corridors biologiques, qui abritent non seulement des espèces appartenant à chacun des écosystèmes le bordant, qu'à des espèces propres à ce milieu de transition. L'écotone pourrait être ce qu'on a appelé à plus grande échelle la zone critique. Cette fine pellicule, cette peau sensible, qui recouvre la surface du globe terrestre et où là seul se situe l'espace habitable de la Terre. Entre la canopée et les eaux souterraines, dans cet intervalle, entre ces deux limites très fines, seulement là, à l'intérieur de cette surface, la vie est possible. Son caractère métastable, ce système chimique dont la vitesse de transformation est très faible, tellement faible qu'il a l'apparence de la stabilité, lui a donné son adjectif critique. Sur le sentier qui longe le précipice, le long du couloir Thaïs, là où la montagne s'incline, une seconde, il pleut des oiseaux. Il pleut des oiseaux comme s'il pleuvait du sens, des avertissements, des dieux. Une petite brise m'amène la douceur piquante d'une plume grisée. Je lève les yeux. Les séries compliquées de fils fractales que les nuées de chocard nouent dans l'air m'invitent à constater la violence pure des espaces. Au loin, dans la distance, et depuis mes pieds, la montagne s'effondre. Abrupte, la roche ici a violemment été rompue, heurtée. À pic, le sol est tombé, et aucune de ces roches, encore, ne sourit. En vain, je fouille le ciel qui se dévoile, ou se dérobe, en étendue à la surface. Et dans l'intervalle des déséquilibres de mon corps, quand la buée s'amenuise, et que les espaces se creusent, alors enfin, la fêlure se laisse entrevoir. Plus rien ne vient rompre avec l'uniformité des masses d'air qui portent la chaleur des sols jusqu'en haut des sommets. Manifeste, l'oiseau, dans sa ronde, dans le frôlement continu de son corps mobile, déclare l'espace. Atone, lui seul, sait dévoiler l'air. Je le soulevai avec les yeux, tant il était léger. Dans des intervalles de plumes et de vide, je sentis son poids, posé dans l'air, répondant des courants qui le portaient, et soudain, ne le portaient plus.
À la recherche des 21 grammes d'une mésange charbonnière, cette infime partie du monde, que j'espérais déposer au creux de ma main, j'enfonçais les rides de mes paumes dans celles de la terre, cherchant à y renouer mes doigts, à en extraire une once, me permettant, une fois dénué d'eau, de me rapprocher de la masse de l'oiseau. L'once, cette unité de mesure dont la valeur est comprise entre 24 et 33 grammes, cette si petite quantité de choses, qui pourtant dépend de l'inertie de notre système Terre, se découpait en scrupules sous mes doigts. Pour en extraire le soupçon, je tirai à moi quelques pincées d'argile. Sitôt cette once d'argile, ces 24 grammes, rendus à l'air, il pouvait évacuer, en un mouvement de rétractation, les quelques scrupules d'eau qui l'éloignaient du poids de l'oiseau. Le scrupule, cette autre unité de mesure qui équivaut à 1 gramme, s'évaporait lentement de ce morceau de peau extirpé à la terre. 24 grammes, une once, moins 12,5% d'humidité, quelques scrupules, est égal aux 21 grammes de la mésange charbonnière. Une fois cette fine membrane, ni trop compacte, ni trop imperméable, ainsi réduite à siccité et repliée dans ma main, je ne pouvais que constater, avec quelle grâce vaporeuse, l'oiseau jetait un pont par-dessus les brèches, les sursauts, les années. De façon à révéler la donnée dans son état le plus pur, dans sa forme la plus brute, j'élabore des protocoles de décomposition. En transposant la matière première sur de nouveaux supports, en détournant sa forme, en isolant certains éléments, en dégageant de leur ensemble complexe les traits communs d'un même élément qui le compose, je cherche à abstraire le sujet. Dans un frôlement continu, en une caresse, ce geste qui en redemande toujours, je creuse et cherche à appréhender ce qu'il y a de plus lointain, à saisir les ombres. À la recherche de cette zone de tension du rien, je vide, prélève, retire, isole, cherche la source. Une fois débarrassée des couches qui masquent le fond, la donnée se révèle et vient nommer sa propre matière. En s'extirpant ainsi, la data prend une valeur plastique, elle fait forme. Et dans ce même élan vibratoire, elle devient le manifeste d'un vivant, traduit en un système de signes et de symboles. N'étant jamais dans une équivalence parfaite au langage initial, la traduction agit comme un entre-deux. À l'intervalle entre deux systèmes voisins, qui ont leur cohérence propre, la donnée oscille, se cherche, tente des dialogues, des négociations, habite les creux. Fermer la porte derrière soi. Le plus dur, c'est de fermer la porte. Le 2 août 2023, aux alentours de 15 heures, et après avoir gravi les 1200 mètres de dénivelé qui permettent d'accéder au col de la Lavée, j'entrai dans une des cavités du glacier du Chardon. La voûte glaciaire, qui se dévoilait au-dessus de mon propre crâne, suintait, respirait, s'effritait. Sa désintégration, minutieuse et progressive, se laissait entrevoir dans un chant d'une volupté austère, à peine audible. Ce son, rayonnant sur les moraines avant de s'évanouir dans le lointain, était d'une clarté neutre, sans couleur, presque silencieuse, et qui grondait pourtant. Sous l'action de son propre poids, le glacier était en train d'avancer, et à mesure qu'il exerçait des forces sur le lit rocheux sous-jacent, je semblais percevoir, dans son écho,
les crissements de la glace sur la roche, générant dans un même élan des vibrations quasiment imperceptibles tant elles se perdaient dans l'altitude. Je m'étais formé, quelques dizaines de jours auparavant, un habitat mobile. Sur les sentiers du Vénéon, je transportais les souvenirs de sommets enneigés. Depuis mon dos, j'allais suspendre aux cimes les images du temps où elles avaient été recouvertes, protégées par des étendues blanches. Des célébrations plein les poches, j'en nouais une autour de mon annulaire, et prononçais des vœux de légèreté. Colporteuse, j'allais à la rencontre du sourire chaleureux des gens de l'hiver. J'emmenais avec moi leur salut aux vallées d'à côté. À l'Adré, là où la cime de Clochâtel fait front, je décidai d'emprunter un ancien chemin de transhumance et tirer droit dans la pente pour rejoindre le glacier du Chardon. Suivant progressivement les mouvements ondulatoires du torrent en contrebas, je constatai avec fascination que partout l'eau sourde sortait de la pierre, creusant la roche. Lentement, au début, il effleurait violemment par ses lèvres d'eau chaque surface. Dans des frottements sourds et ouatés, il se formait et agrandissait sa poche stomacale, creusant des méandres tortueux en un flux intestinal, primitif. Il grondait, et un infini se versait à mes pieds.
Pour une ode, à sa surface, dans ce qu'elle permet d'intervalle, je quittai le sentier, suivant le petit ruisseau de l'Ancoula qui, dans son apparente paresse, traînait des pieds sur la berge. Pour tenter de reconnaître au courant leur peau, je fis ma respiration stertoreuse, se faisant entendre dans des mouvements d'inspiration et d'expiration. Elle imitait assez bien le bruit de l'eau bouillonnante, des vasques qui m'entouraient. J'imitais, dans mes pieds, les mouvements de l'eau, et colporteuse ainsi à la faveur du hasard, j'allais très loin, et tout près à la fois. Découvrir les tons bleus opalescents des jours à peine nuageux, les mers de glace, en particules qui s'assombrissent, l'abominable mystère des fleurs, qui là-haut surtout subsiste. Si j'avais su parler, à cet instant, j'aurais dit et pour toujours répété. Ce soir encore tu iras, accompagné de la mélopée du merle noir, déposer ton lit au sol. Ce soir encore, tu n'éviteras pas les orties. Ce soir encore, tu retourneras à des oscillations. Ce soir encore, tu essaieras de voir. Démesurément lointaine, tu chercheras pour toujours à ébruiter les mouvements, à déposer des empreintes dans l'eau, à onder pour les surfaces et pour leurs intervalles. C'est tout, répondit le silence. Oui, c'est tout. C'est tout.